Bonjour. Donc, la dernière fois, on a regardé les temps spectraux. On a vu plusieurs exemples. Celle à laquelle je vais retourner, c'est P2. Donc, configuration fondamentale pour l'atome de carbone. Là, on a séparé les 15 déterminants de Slater totalement dégénérés en 3 niveaux. Il y avait un D, un S et un 3P. On ne les a pas ordonnés en termes d'énergie. On le fera aujourd'hui, mais après quelque chose en premier. Bon, donc le 1D, qu'est-ce que ça représente? Ça représente un ensemble de déterminants de Slater étiquetés par des nombres L puis S. Donc pour 1D, on a L qui est égal à 2. Donc le D représente L est égal à 2. Puis le 1 représente que S est égal à 0. Donc l'exposant au début ici, c'est 2S plus 1. Si c'est égal à 1, c'est à cause que S est égal à 0. Donc ça, c'est le 1D. Le 1S représente 0, 0. Puis le 3P représente 1, 1. Donc, chacun de ces termes spectraux représente un nombre L puis un nombre S. Et donc, chaque représente 2L plus 1 fois 2S plus 1 déterminant de Slater. Et encore une fois, bien entendu, si les électrons étaient indépendants, tous ces déterminants de Slater seront dégénérés, puis on ne peut pas les distinguer autrement. Bon, donc la première chose qu'on va faire, c'est l'accouplage spin-orbite. Donc, jusqu'à maintenant, on a pris toutes les ailes des orbitales différents, puis on les a couplés dans un grand L. Ensuite, on a pris tous les S, puis on les a couplés dans un grand S. Ensuite, on va avoir L qui couple avec S pour produire un deuxième moment angulaire qu'on s'appelle J, qui est le moment angulaire spin-orbite. Donc ça, c'est un effet qui est petit relatif aux autres, mais quand même présent. Donc, c'est l'addition de deux moments angulaires. Donc, quelles sont les valeurs possibles de J? Ils vont de L plus S, de L plus S moins 1, L plus S moins 2, jusqu'à la valeur absolue de L moins S. Bon, donc, on va regarder l'exemple de P2 encore. Là, on va commencer avec 3P. Donc là, on a L est égal à 1, puis S qui est égal à 1. Donc les valeurs de J possibles sont L plus S, qui est 1 plus 1. Ensuite, 1 plus 1 moins 1. Ensuite, ça continue. Et le dernier, c'est la valeur absolue de L moins S, qui est 1 moins 1, qui est 0. Donc, il y a seulement 3 valeurs possibles. Ils sont 2, 1, puis 0. Maintenant, J est une quantité de moment angulaire. Donc, on a une projection M sub J qui, en principe, est entre moins J et J. Donc, il a plusieurs valeurs possibles. Pour J est égal à 2, on a la même chose que pour elle. On a que M sub J est égal à 2, 1, 0, moins 1, moins 2. Donc, ça représente 5 états. Pour J est égal à 1, on a que J est soit égal à 1, 0, moins 1. Puis pour J est égal à 0, on a que M sub J est égal à 0. Donc le J est égal à 2 représente 5 états. Le J est égal à 1 représente 3 états. Et le J est égal à 0 représente 1 état. Donc au total, on a 9 états ici.
qui correspond au 9 états qu'on avait pour 3P. Bon, donc, le niveau 3P, qui représentait un couplage entre, représentait des chiffres L et S, va séparer en 3 niveaux pour représenter les valeurs de J possibles. Donc, pour J est égal à 2, on va avoir 3P, puis on va le dénoter 2. Pour J est égal à 1, on a 3P1. Puis pour J est égal à 0, on aura 3P0. Donc, comme j'ai dit, celle avec J est égal à 2 représente 5 déterminants de Slater. Le 3P1 représente 3. Puis le P est égal à 0 représente 1. Bon, donc, je ne l'ai pas écrit, mais la notation, c'est encore 2S plus 1. La lettre pour représenter L, puis il y a un souscrit J. Et chaque terme spectral, et on précise un terme spectral avec couplage spin-orbite, ce qu'on écrit. Représente 2J plus 1 état, déterminant de Slater. Donc, c'est toutefois 2 fois le nombre qui représente le moment angulaire plus 1. Et c'est ça. Donc, pour 3P, ça sépare en 3. Pour le 1D, qu'est-ce qu'on a? On a L est égal à 2, puis S qui est égal à 0. Les valeurs de J possibles sont 2 plus 0, ensuite 2 plus 0 moins 1, ensuite 2 moins 0. Donc, il y a seulement une terme qui est possible, qui est 2. Et donc, on le dénote 1D2. Et là, combien d'états est-ce que ça représente? J est égal à 2. Donc, 2 fois 2 plus 1, qui est 2J plus 1, qui est 5, pour représenter les 5 qu'on avait là aussi. Et finalement, le 1S, ici on a L qui est égal à 0, puis S est égal à 0. Ça implique facilement que J est égal à 0. Donc 1S 0. Bon, donc, les termes spectraux pour C, donc P2, avec spin orbite sont 3P2, 3P1, 3P0, 1D2, 1S0. Maintenant, il faut être capable de les ordonner en termes d'énergie, parce qu'ils ont des énergies différentes. Et pour ça, je vais introduire les règles de Hund. On va juste les accepter. Les deux ont des explications heuristiques que vous pouvez chercher à Wikipédia si vous voulez. Le troisième a une explication directe en termes d'un Hamiltonien qui décrit le couplage spin-orbite. Donc, c'est une explication que vous n'aimerez pas, mais c'est le cas. Bon, donc le premier règle. Le terme le plus bas en énergie on va essayer de rappeler énergie de la bonne façon. Et le terme est celui avec S maximal. Bon, le deuxième, c'est si deux termes ont les mêmes S, celui avec
L plus grand, plus stable, donc plus bas en énergie. Donc, ça va ordonner tous les termes spectraux en termes de S et puis L. Puis ensuite, pour J, ça dépend. Soit la couche est plus que moitié remplie ou moins que moitié remplie. Donc, il y a deux possibilités. Donc, si deux termes ont les mêmes L puis S, donc, il y a deux possibilités. Le premier est que la couche est moins que la moitié remplie. Et dans ce cas, la plus petite valeur de J est la plus stable. Et dans l'autre cas, couche est plus que la moitié remplie. La plus grande J est la plus stable. Donc ça, ce sont des règles empiriques. On peut les justifier si vous voulez. Je ne le ferai pas dans les notes cours. Certainement, il y a des exceptions qu'on ne discutera pas dans le cours. Pour des atomes légers, et qu'est-ce que je veux dire par léger? Les 20 premiers atomes, puis en principe, la première rangée des métaux de transition suivent cette règle. Quand on est en bas du tableau périodique, on a des autres effets qui sont dominants. Bon, donc là, on peut ordonner les termes pour C2, pour C, pardon. Donc, pour P2. Donc, les 3P sont inférieurs en énergie que les 1D, qui sont inférieurs en énergie que les 1S. Le S minimal, c'est 3, donc le 3P le plus stable en termes d'énergie. Ensuite, on a deux termes avec 1, et celle avec L maximal est plus stable, donc le D est plus stable que le S, et c'est fini. Ensuite, on a un 3P0, un 3P1, puis un 3P2. Donc, celle qui est la plus stable, à cause que P2 est moins que la moitié remplie. Celle avec la plus petite valeur de J est la plus stable. Donc, 3P0 est plus stable que 3P1 que 3P2. Ensuite, un des deux qui reste au milieu, puis un 0. Donc, j'ai dessiné ça au début. Mais là, avec aucune interaction, on a 15 déterminants de Slater. Ensuite, si on introduit les interactions, on a le 3P, les 15 qui séparent en 3P, un D, puis un S. Le 3P représente 9 déterminants de Slater, le 1D 5, puis le 1S 1. Ensuite, le 3P sépare en 3 niveaux d'énergie. Ils sont proches relatifs à l'écart entre 3P et 1D. Là, on a le 3P0, 3P1, puis 3P2, le 1D2, puis le 1S0. 3P0 représente un déterminant de Slater, 3P1, 3, puis le 3P2, 5. 1D2, 5. Et puis 1,0, 1. Bon. Donc, encore une fois, essayez des deux. Pourquoi? Parce que ce sera partie du travail long que je vais vous envoyer aujourd'hui.
Bon, donc ça, c'est la fin des termes spectraux. La prochaine fois, on va procéder aux molécules. Et les molécules sont en général différentes. On peut combiner les électrons en termes spectraux, mais on ne le fera pas dans le cours. Parce que c'est vraiment seulement possible pour des molécules avec beaucoup de symétrie, ce qui n'est pas le cas en général. Donc, on va changer de voie. Puis là, on va passer aux méthodes pour approximer les énergies électroniques des molécules à plusieurs électrons. Donc, à la prochaine.